Florence Rizzo, donc j'ai regardé sur votre site internet, donc vous avez grandi en milieu rural, c'est ce qui est dit, et dans une famille qui croyait très fort dans l'éducation. Et c'est ça qui aurait un peu guidé votre parcours, des études à Sciences Po, à l'ESSEC, et même diplômé de l'université de Turku. Je ne connaissais pas, et de l'INSEAD. Vous avez passé 5 ans chez Ashoka et vous avez, en 2012, donc il y a 10 ans, cofondé Synlab, parce que vous avez un rêve, bâtir une école plus juste et plus épanouissante, et une conviction, donc, que l'éducation est un levier essentiel pour construire le monde de demain. Est-ce que vous pouvez déjà, donc, brièvement, nous parler de l'action de Synlab ? Oui, merci de votre invitation. Il y a 10 ans, je suis partie du constat qu'un enfant issu de milieux défavorisés avait 4 fois moins de chances de faire partie des bons élèves. Et la France, en fait, est le pays de l'OCDE le plus inégalitaire. C'est-à-dire qu'on ne réduit pas, on a une école qui ne réduit pas les inégalités scolaires. Et ça, c'est difficile à accepter, je trouve, collectivement, de se dire qu'on a une école aussi peu juste et équitable. Et puis le deuxième constat qu'on a fait, c'est qu'il y a un véritable effet enseignant, c'est-à-dire qu'un enseignant a 30% d'influence sur la réussite d'un élève, 10% c'est le chef d'établissement, et donc finalement 40% de la réussite est attribuable à aux enseignants, aux équipes en fait pédagogiques des établissements scolaires. Et ça, c'est d'autant plus valable pour les enfants défavorisés qui n'ont pas forcément les familles derrière pour compenser, renforcer ce qui n'est pas fait par ailleurs. Donc cet effet enseignant, il est déterminant. Et puis, dernier élément de constat que je voulais partager avec vous, c'est qu'en France, donc, on a à peu près 1 million d'enseignants. Et ces enseignants, ils sont en moyenne 3 fois moins formés quantitativement que les autres enseignants des autres pays de l'OCDE. Donc on se retrouve finalement avec une force humaine qu'on accompagne peu, qu'on ne forme peu, et qui n'est pas du coup pleinement accompagnée pour transformer les choses au quotidien pour les élèves. Parce que finalement pour un élève, son quotidien, c'est ses enseignants et son établissement scolaire. Donc on est parti de ces constats-là et très concrètement, on s'est dit, OK, nous, de toute façon, on est un acteur à côté de l'école. Qu'est-ce qu'on peut apporter de mieux? Est-ce que le but, c'est d'être derrière chaque enfant ou de se dire, il y a 1 million de professionnels, comment on fait pour qu'eux soient de meilleurs professionnels et qu'ils agissent de manière plus forte, plus impactante, plus utile auprès des enfants? Et donc, on a pris le parti d'utiliser ce levier-là et donc de former, accompagner les enseignants dans l'évolution de leur pratique professionnelle. Et donc, on a créé très concrètement d'abord des formations présentielles, puis une plateforme qui s'appelle êtreprof.fr et qui touche aujourd'hui 100 000 enseignants, donc à peu près un enseignant sur 8, un enseignant sur 9, ça dépend comment on compte. Et donc l'enjeu, c'est de les accompagner dans l'évolution de leur pratique pédagogique, leur permettre de réduire les inégalités liées aux origines sociales, et puis de renforcer leur action pédagogique. On a par ailleurs continué notre travail en se disant c'est très bien si on travaille avec les enseignants, mais il y a un encadrement intermédiaire des chefs d'établissement qui eux aussi ont un rôle à jouer dans le pilotage de l'école. Et donc on a développé tout un programme d'action pour accompagner les chefs d'établissement, qui est cet encadrement intermédiaire finalement entre le ministère et les enseignants, et les accompagner eux dans le pilotage, leur leadership, leur capacité à animer l'équipe. Et donc on a créé une plateforme qui s'appelle ManageEduc, qui est un peu l'équivalent d'être prof, pour accompagner ces chefs d'établissement dans l'évolution de leur pratique. Et là, on a à peu près 5000 chefs d'établissement, 1 sur 3, qui est accompagné via ce qu'on propose. Et est-ce que vous avez déjà des résultats, des retours? Quelle évaluation vous faites de ces plateformes? On vient de faire une assez grosse étude scientifique, en fait, parce qu'on a des capacités de recherche en interne et avec un conseil scientifique indépendant qui permet, après 2 ans de recherche, de montrer en fait l'effet d'être prof. Donc c'est des méthodes, si vous êtes familier, qui sont des méthodes randomisées, donc avant, après, avec groupe test et groupe contrôle. Donc c'est le niveau le plus rigoureux en fait de l'évaluation. Et ce que ça
montre, c'est que les enseignants en fait, qu'on accompagne vont notamment, et c'est l'effet le plus important, optimiser le temps qu'ils ont en classe. C'est-à-dire que, vous savez, dans une heure de cours, il y a beaucoup de temps qui peut être utilisé à la discipline, à faire que tout le monde soit assis, et donc c'est beaucoup de perte de temps. Et nous, en France, sur une heure de cours, on est plutôt en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE dans l'optimisation de ce temps au service des apprentissages. Et donc là, concrètement, un élève qui est accompagné par des enseignants qu'on accompagne gagne 1 heure de cours par semaine, pas en faisant plus d'heures de cours, juste parce qu'il a un temps d'apprentissage plus qualitatif en fait quand il travaille à l'école. Donc ça, c'est un premier effet. Et puis après, il y a des effets qui sont sur ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle, sur la collaboration, qui sont des variables en fait qui sont corrélées à la réussite et qu'on a choisi parce qu'elles étaient corrélées à la réussite des élèves. Et là-dessus, on a un effet d'accélérateur d'expérience, c'est-à-dire que des enseignants qu'on accompagne vont aller plus vite vers une efficacité professionnelle que s'ils n'étaient pas accompagnés. Parce qu'un bon enseignant, ça prend du temps, en fait, c'est pas une baguette magique. Et donc l'idée, c'est de les accompagner pour aller quand même plus vite sur cet effet d'expérience, en fait. Mais du coup, en fait, c'est une sorte de système de formation continue, hein, ce dont Oui. vous parlez. Dans quelle mesure un des objectifs, c'est pas aussi de faire évoluer la formation des professeurs pour que... Dans le système, oui, complètement. Et donc nous, justement, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir une logique de transformation systémique. Donc c'est à la fois proposer une autre manière de faire, mais le faire avec l'éducation nationale pour faire bouger la politique publique de formation. Et donc, on a des partenariats avec les académies, on a tout un travail de fond, de plaidoyer pour faire bouger les lignes en fait, de la manière dont sont alloués les budgets et comment est organisée la politique de formation continue. Et donc, nous, la conviction qu'on a, c'est que les acteurs de la société civile peuvent à la fois faire, mais aussi être un peu le laboratoire des services publics de demain. Et donc nous, sur les questions éducatives, dans un pays où l'éducation est une prérogative régalienne de l'État et voilà, est un service public, l'enjeu, c'est de contribuer à cette évolution-là. Et donc très concrètement, ça veut dire donc nouer des partenariats, encore une fois, avec les académies et les aider de manière stratégique à organiser différemment leur politique de formation. Donc typiquement, on travaille avec l'Académie de Versailles, qui est la plus grosse académie de France. C'est 10% en fait des élèves, des enseignants de France, et sur la manière dont ils pensent leur formation continue, dont ils organisent cela, pour que ça soit beaucoup plus en réponse aux besoins du terrain et qu'on aille de plus en plus en proximité et pas dans une logique descendante en fait de formation. Alors, on reviendra tout à l'heure sur le travail avec les fondations et vos attentes éventuelles. Peut-être juste une dernière question sur les perspectives. Si vous avez un nouveau rêve pour les prochaines années, c'est quoi ? Donc là, on va fêter nos 10 ans cette année, le 5 octobre, jour de la Journée mondiale des enseignants. Donc, on vous invite tous. Et l'idée, c'est de se projeter sur les 10 prochaines années. Et l'enjeu, enfin la conviction profonde qu'on a, c'est que c'est important d'accompagner chaque enseignant, chaque chef d'établissement, parce que c'est ce qui fait la granularité du système. C'est ce qui fait que c'est pas juste un gros mammouth, c'est plein de petits hommes et femmes qui, sur le terrain, essayent de faire de leur mieux. Donc ça, c'est ce qu'on fait depuis 10 ans. Et la deuxième conviction, c'est de se dire que l'école aujourd'hui, c'est 60 000 écoles en fait. L'école française, c'est 60 000 unités, 60 000 établissements scolaires, 52 000 écoles primaires et à peu près 8 000 collèges et lycées. Et donc, si on ramène le système à 60 000 unités, en fait, c'est comment on accompagne, établissement par établissement, le fait que les équipes travaillent ensemble au service de l'amélioration de l'école. Et donc, dans l'horizon stratégique là, des prochaines années, on a identifié une pratique qui nous semble très, très intéressante aux Pays-Bas. Depuis 10 ans, ils accompagnent justement les écoles dans l'évolution de leurs pratiques à l'échelle donc de leur établissement. Et ça a des résultats très probants parce que c'est pas le grand soir ou la grande révolution, c'est vraiment permettre aux équipes de se dire notre priorité là, par exemple, c'est la prévention du décrochage parce qu'on perd trop d'élèves. Ou là, notre priorité cette année, c'est la lutte contre les violences parce que ça devient impossible et il y a trop d'incivilité. Et donc de permettre aux équipes de choisir une priorité et d'être accompagnées pas à pas à réussir en fait cette priorité.
priorité-là. Et donc, c'est de partir, on était parti du présentiel, on s'est digitalisé énormément ces dernières années pour passer à l'échelle et vraiment avoir un effet de levier fort. Et là, c'est de retourner avec cette force-là, mais vers le présentiel, pour accompagner équipe par équipe les écoles qui souhaitent se transformer. Parce que, et pour finir, je crois beaucoup au fait que notre système d'éducation ne changera pas par la énième réforme du énième ministre. Il y a un vrai sujet d'accompagnement par la base, par le terrain, parce que concrètement, ce sont des fonctionnaires d'État qui sont là pour 20, 30, 40 ans. Et donc, c'est eux qui peuvent contribuer à la transformation de l'école. Et donc, être à leur côté pour faire bouger les lignes, c'est à la fois beaucoup plus, ça semble peut-être à bas bruit, plus modeste, plus long, mais beaucoup plus puissant sur le long terme. On entend plus facilement effectivement un arbre qui tombe plutôt qu'une forêt qui pousse. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'arroser la forêt qui pousse et qu'on n'entend pas pourtant dans les médias ou ailleurs. Donc voilà le rêve. Merci Florence. Alors de la forêt, on va partir vers l'océan avec Laurent. Donc, Laurent, vous êtes tombé dans l'océan depuis très très longtemps, un doctorat d'océanologie. Vous êtes aujourd'hui un des grands spécialistes des questions liées à la pêche, à la protection des environnements côtiers. Vous avez travaillé au sein d'institutions publiques comme l'INRA, au ministère de l'Agriculture et de la Pêche, pour les Nations Unies. Et en 2004, vous avez rejoint Jacques Perrin en tant qu'auteur du film Océan. Et depuis 2007, donc là, vous dirigez Planète Mer, cofondée avec Mathieu Mauvernet, donc une association engagée pour l'avenir des océans. Donc, pour vous, quel est donc un peu l'enjeu, votre ambition à travers Planète Mer? Alors, merci pour votre invitation et bonsoir à toutes et à tous. Planète Mer, on s'est donné pour mission d'agir tous ensemble, le tous ensemble est important, pour retrouver un équilibre durable entre la vie marine et les activités humaines. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ce point d'équilibre. Comment on trouve ce point d'équilibre entre des activités humaines qui vont continuer à se développer, peut-être que certaines devront s'arrêter aussi, mais dans le respect de l'intégrité, de la diversité, des potentialités, des grands équilibres naturels et notamment des grands équilibres marins en ce qui nous concerne. Pour ça, on a deux philosophies d'intervention. La première, c'est qu'on part toujours d'une problématique de terrain, que ce soit une problématique de connaissance, de gestion ou de protection, et on va essayer de trouver des solutions pour la résoudre, de les répliquer et éventuellement de les porter au niveau des politiques publiques. Donc c'est une sorte de lobbying remontant par la preuve. Et la deuxième philosophie d'intervention, c'est qu'on agit toujours avec et pour, jamais contre. C'est comme ça que nous, c'est notre ADN, c'est comme ça qu'on a envie d'intervenir, et donc ça veut dire qu'on implique les parties prenantes. Donc on va aller travailler avec les pêcheurs, on va aller travailler avec les citoyens, on va aller travailler avec les scientifiques, avec les collectivités, avec les entreprises, et c'est comme ça qu'on intervient. Et on intervient dans 3 domaines d'action. Le premier, c'est la protection de la biodiversité marine et littorale. Le deuxième, c'est la gestion des ressources de pêche, et le troisième, c'est la restauration des écosystèmes dégradés. Protéger, gérer, restaurer, c'est le triptyque à travers lequel on développe tous nos programmes. Sur le premier domaine d'intervention, la protection de la biodiversité marine et littorale, on a choisi de s'y investir à travers le prisme particulier des sciences participatives, donc de l'implication citoyenne pour résoudre cette question de la protection de la biodiversité marine et littorale. On y reviendra peut-être tout à l'heure, à travers un programme qui s'appelle Biolite. Les sciences participatives, c'est quoi? En l'occurrence, pour ce qui nous concerne, c'est le pari de créer l'alliance entre le citoyen et le scientifique au bénéfice de la biodiversité marine et littorale. Le deuxième champ d'action sur la pêche, donc sur les ressources de pêche, là on travaille aujourd'hui sur un programme qui s'appelle Pélamed en Méditerranée, et là de la même façon on travaille main dans la main avec les pêcheurs, on est allé discuter avec eux, on a écouté leurs contraintes, on les fait voter après sur leurs priorités et on met en œuvre ce qu'ils ont décidé en fonction de leurs intérêts à eux. Et l'idée de fond derrière tout ça, c'est comment le pêcheur va devenir demain pêcheur gestionnaire. Et non plus qu'un pêcheur entre guillemets
prédateur comme il est souvent vu. Mais quel est le rôle du pêcheur demain? Ce grand domaine d'action, on l'a d'ailleurs intitulé pêcheur d'avenir, parce que pour nous, la pêche est un domaine d'avenir et le pêcheur doit devenir un pêcheur gestionnaire. Et puis le troisième domaine d'action, comme je disais tout à l'heure, donc c'est la restauration des écosystèmes dégradés. Et là, en l'occurrence, on intervient sur un programme lointain, puisque c'est en Indonésie. C'est sur de la restauration de récifs coralliens au fin fond de l'Indonésie, à Raja, dans la province de Raja Ampat. Et là, on le fait en impliquant les populations locales. C'est les populations locales qui vont mener en très grande partie le projet, avec une petite ONG française qui est basée là-bas depuis très longtemps et donc qui fait le lien avec ces populations locales. Donc voilà les 3 grands domaines d'activité de Planète Mer. Et donc les principaux freins là, que vous avez pu constater pour mener ces actions, si vous avez apporté comme réponse la médiation, c'était vraiment lié à ce problème aussi de dialogue entre des parties prenantes aux intérêts divergents? Oui, alors les principaux freins, c'est que moi-même j'ai aussi travaillé pendant 6 ans au WWF France, donc une grande ONG qui est capable de faire beaucoup de lobby. D'ailleurs, il y a un bureau à Bruxelles qui est très important. Mais ce qui m'avait frappé, moi, dans mon passage dans ce milieu des ONG, c'est qu'il y a effectivement pas mal de structures qui font du lobbying de haut niveau. Il y a beaucoup de structures qui font de l'éducation à l'environnement, mais souvent, il manque ce lien, effectivement, avec les acteurs de la vie marine. Les acteurs, ça peut être des pêcheurs, mais ça peut être tout un chacun en tant que touriste, en tant que habitant du littoral ou en tant qu'entreprise ayant une activité liée à la mer. Et pour moi, c'est effectivement, je ne crois pas qu'on puisse changer le monde, et en tous les cas, et Dieu sait s'il faut le faire et le faire assez vite, sans avoir convaincu le plus grand nombre, et notamment ceux qui sont en lien direct avec la mer. Oui, parce que vous dites qu'il y a urgence quand même. Ce qu'on peut dire, c'est que les constats sont mauvais, en fait, sont même très mauvais à certains points de vue. Mais si j'étais pessimiste, je ne serais pas là. Merci. On reviendra. Merci Richard. Pardon. Merci Laurent. Donc Richard Dio. Donc vous êtes Master Management des organisations sanitaires. C'est ça qu'on trouve. Et vous vous êtes engagé depuis plus de 20 ans dans les domaines de l'humanitaire, du social, de l'économie solidaire. Et aujourd'hui, vous dirigez donc Point d'eau, une association qui propose un accueil de jour à des personnes en grande précarité à Grenoble. Donc aujourd'hui, on a vu ce matin l'état de... vous étiez peut-être là ce matin, oui. Donc vous avez entendu avec notamment Jérôme Fourquet l'état de fragmentation de la société. Qu'est-ce que, par rapport à ces constats, quel type de solution vous apportez avec Point d'eau? Alors c'est intéressant parce qu'on passe du niveau national, international, on va revenir au très local. Point d'eau, c'est une association installée sur Grenoble depuis 32 ans maintenant, qui est agréée par la Fondation Abbé Pierre, soutenue aussi par la Fondation de France depuis 2015 à travers différents programmes. Et qui travaille en tout cas sur l'accueil des publics en grande précarité. Donc quand on parle de grande précarité, on parle de public à la rue, de public toxicomanes, sortant de prison, en situation de prostitution, des publics aussi avec un accident de la vie, des publics en situation d'exil. Donc on brasse aujourd'hui un nombre de publics assez important et grandissant. Parce que pour le coup, nous, on n'est pas en crise de public, on fait presque plus 10% par an depuis, moi je suis sur l'association depuis 2015. Donc on est passé de 80 accueils quotidiens à plus de 170 aujourd'hui tous les matins. Donc ça, voilà, il y a un brassage. Effectivement, il y a une montée en puissance et c'est pas terminé avec l'arrivée avec la guerre en Ukraine. On est aussi impliqué là dans des accueils spécifiques. Point d'eau, dans ce que j'ai pu aussi retenir ce matin dans ce qui a pu être dit, il y avait plusieurs éléments. À la fois des éléments sur la question de l'archipélisation. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, cette question-là, de ces séparations, de cette finalement, je viens d'énumérer un certain nombre de publics qui, a priori, hormis la question de la grande précarité, n'ont pas forcément des choses en commun. Et le travail de Point d'eau, je dirais la source du fonctionnement aujourd'hui de Point d'eau, c'est la question de la considération des personnes. Et je pense que tous les projets qu'on a entendus jusqu'à maintenant partent de la base. On revient sur la base, on revient sur les pêcheurs, on revient sur les enseignants eux-mêmes. Ben nous, on part des personnes de la rue. Et à Point d'eau, il y a... Quand je suis arrivé, on était 3 salariés, une quinzaine de bénévoles. Aujourd'hui, on est 22 salariés, 80 bénévoles. Sur ces 80 bénévoles, il y en a près de 45-50 qui sont des gens de la rue,
qui viennent nous donner un coup de main tous les matins, qui viennent s'impliquer, qui viennent porter des services, accompagner les personnes vers les douches, les machines, les petits déjeuners, tous ces espaces-là, ils s'impliquent au quotidien. On a la même chose sur un atelier cuisine qui est géré par un ancien de la rue, qui est toujours en grande précarité, mais qui souhaite s'impliquer sur cet atelier-là. Et dans cet atelier, il emmène avec lui une trentaine d'autres personnes tous les mercredis, tous les samedis. Et aujourd'hui, en 4 ans, on va dire, de travail sur cet atelier, il a réinséré quasiment 38 personnes qui ont retrouvé du travail au total à travers des ateliers qui sont de la remobilisation, qui sont des espaces de partage. Donc tout ce qui est structuré sur l'association, et je pense que c'est pour ça qu'on travaille sur le programme Inventer Demain, en tout cas dans le cadre de la Fondation de France, c'est qu'on vient nous amener ce côté-là où on part vraiment des publics de façon extrêmement concrète. Tous nos ateliers, quasiment tous nos supports sont portés par des envies, par voilà, le regard des personnes de la rue. Et pour nous, le changement, il est réellement à cet endroit-là. Il est vraiment dans un espace où on parlait aussi je m'étais noté, de communauté apprenante ce matin, où on citait tout un tas de personnes, avec la personne qui était préfet, du coup, de pouvoir ramener ces personnes-là, de ramener le directeur du collège, ramener le directeur du centre social autour de la table. Ben, nous, on ramène aussi les personnes autour de la table. Et je finirai peut-être sur cette présentation-là. On vient de construire un nouveau bâtiment. Ce nouveau bâtiment, quand on a commencé d'imaginer le projet, c'était en 2016, on avait 340 000 € de budget annuel. Et on arrivait avec un projet qui coûtait 1 500 000 €. Donc autant vous dire, quand on est allé voir les banquiers, il y en a un paquet qui nous ont ri au nez, il y en a un paquet qui ne nous sont même pas reçus. Il y en a qui sont sortis en cours de discussion. Bon, c'est bien, c'est pas ceux-là qu'on a retenus. Depuis 3 mois, on est dans le bâtiment, qui a coûté 1 500 000 €. Et ce bâtiment-là, on a mis 4 ans pour le construire, 5 ans pour le construire, 5 ans de projet avec les personnes, où on les a impliqués à toutes les étapes du projet, y compris dans la stratégie de la structure, parce qu'aujourd'hui, on a un collège de personnes accueillies dans notre conseil d'administration. Donc, à toutes les étapes, les personnes accueillies sont incluses. Et on a pu embaucher, du coup, dans le nouveau bâtiment, 9 personnes en insertion qui sont des anciens de la rue aujourd'hui, parce qu'ils ne sont plus à la rue depuis qu'ils sont rentrés dans le processus d'insertion. Donc voilà, en tout cas, pour nous, cette question de la considération et de la place de la personne, elle est extrêmement concrète. C'est pas, on dit qu'on fait de la participation, on fait une réunion, puis on prend des idées. Les personnes, chez nous, pour la moitié des salariés, ce sont des anciens de la rue. Pour la moitié des bénévoles, ce sont des anciens de la rue. Et pour rester dans la question de la communauté apprenante, pour nous, c'est important qu'il n'y ait pas que des gens de la rue dans cette structure-là. Ce n'est pas une structure autogérée. C'est une structure où il y a des salariés, où il y a des personnes de la rue, où il y a des partenaires, où il y a des institutions qui peuvent travailler avec nous aussi. Merci. Et à Point d'eau, non, on n'a pas terminé encore. On n'a pas encore tout à fait fini. Vous dites que Point d'eau existe depuis 30 ans, près de 30 ans. Qu'est-ce que vous avez pu constater comme évolution depuis 30 ans par rapport au type de public accueilli, enfin, même si vous n'étiez pas à Point d'eau dès l'origine, mais voilà, à la fois sur les attentes et du coup sur le type aussi d'accompagnement que vous proposez? Alors, la structure dans laquelle on était jusqu'à il y a 3 mois avait été construite pour accueillir entre 30 et 40 personnes par semaine, avec un salarié et 1 ou 2 bénévoles. Voilà. Donc aujourd'hui, je disais 22 salariés, 80 bénévoles, 170 personnes accueillies. C'était la même chose il y a 3 mois en arrière. Donc on était dans cette même petite structure de 170 mètres carrés au total, comprenant les douches, les machines, pour accueillir 170 personnes tous les matins, plus les salariés, plus les bénévoles. Donc autant vous dire que c'était le chaos, on va appeler ça comme ça. C'était vraiment un espace très très compliqué. Donc l'évolution, déjà on voit la quantité, en tout cas, de personnes. Il y a eu des programmes qui ont réussi récemment, d'ailleurs, des programmes sur la question du logement d'abord, notamment. C'est un programme, une politique publique, de la politique publique du logement d'abord, qui était de mettre en logement directement des personnes de la rue plutôt que passer par des échelons d'hébergement d'urgence, etc. A plutôt bien fonctionné ces 2-3 dernières années, sur Grenoble en tout cas. Après, sur d'autres territoires, c'est peut-être pas forcément la même chose, mais en tout cas sur Grenoble, ça a plutôt bien fonctionné. Si bien qu'il y a beaucoup moins de personnes, entre guillemets, de droit commun qui viennent sur la structure. Donc, nous, les évolutions qu'on voit aujourd'hui de façon forte, c'est les publics en situation d'exil. Là, effectivement, depuis 2016-2017, il y a une montée en puissance assez forte de ces publics-là. Il y a eu beaucoup de programmes aussi liés à la question de la psychiatrie et de la rue.
Donc avec des personnes qui ont été mises en logement directement avec des troubles psychiatriques, un programme qui s'appelle Chez Soi d'abord, donc duquel on est administrateur aujourd'hui, fonctionne plutôt bien. Il y a 84 personnes atteintes de troubles psychiatriques sévères et qui ont été mises en logement sur Grenoble. Donc 84 personnes sur une ville comme Grenoble, c'est plutôt important, en tout cas en termes de logement. Donc voilà, il y a des choses qui bougent, il y a des publics qui évoluent, mais là, je dirais qu'on reçoit aussi beaucoup de personnes âgées. Quand je suis arrivé en 2015, on avait 7% de public de plus de 55 ans. Aujourd'hui, on est à 14%. Donc on a pas mal de publics qui viennent, alors des toutes petites retraites ou pas, ou des retraites complètement amputées parce que tout un tas de problèmes dans la vie. Des personnes en situation d'exil qui ont vieilli, qui sont encore des fois en sans-papier malgré le fait qu'ils aient 70, 75 ans et du coup qui viennent là pour chercher une douche, une machine, un petit déjeuner. Voilà, donc les publics bougent, évoluent, mais par contre la masse reste et continue progressivement d'augmenter, quoi. Voilà. Juste en termes de perspective, donc Point d'eau Grenoble, vous avez a priori Point d'eau va essaimer dans d'autres régions. Il y a des perspectives d'essaimage. Je suis content de cette question sur l'essaimage, parce que c'est un mot que j'aime pas. Voilà, je suis désolé, mais je le pose comme ça. Je dis ça parce que ça me fait toujours penser à cette question quand on prend l'avion. La première question, quand on remplit les petits questionnaires, on nous demande si on a été dans une ferme avant de prendre l'avion, et pour savoir si on n'a pas ramené une graine qu'on allait disperser ailleurs. Parce que cette graine, potentiellement, elle allait englober, manger la totalité d'un territoire, détruire une autre espèce d'algue à un autre endroit qui protégeait l'environnement, etc. Donc la question de l'essaimage, moi, elle me pose toujours cette question-là, de la légitimité sur un territoire. Parce que je pense que c'est le territoire qui légitime l'idée et c'est pas l'inverse. C'est pas l'idée qui fait que c'est pas parce qu'une idée est très bonne à Paris qu'elle sera très bonne à Grenoble, qu'elle sera très bonne à Lyon, qu'elle sera très bonne à Marseille. Si vous la plantez, elle pousse ou elle pousse pas aussi. Oui, exactement, mais ça dépend de la qualité du terreau, d'une part. C'est vrai. Mais il faut aussi savoir si les autres vont pouvoir résister. Et on voit quand même arriver sur les territoires aujourd'hui nombre de très 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 grosses associations qui engloutissent une bonne partie des territoires, en vidant une partie des structures de leur substance, notamment en termes de... On veut faire des économies d'échelle, c'est extrêmement simple, hein, on diminue le niveau de diplôme des personnes qui encadrent. Dans le secteur social, c'est flagrant. Nombre de structures travaillaient qu'avec des éducateurs spécialisés. Aujourd'hui, nombre de ces mêmes structures travaillent avec des moniteurs éducateurs. Et c'est pas le même travail, c'est pas le même contact, c'est pas la même relation. J'ai rien que les moniteurs éducateurs, mais c'est pas au même endroit qu'on travaille par rapport à un éduc-spé. Et je pense que ça, c'est important, en tout cas, de se dire que cette question d'essaimage, elle doit avoir un lien majeur avec la question du territoire. Et je pense que pour nous, c'est important. On fait partie de réseaux. Je dirais que la question de l'essaimage, pour nous, elle a un intérêt dans un essaimage de valeurs, un essaimage d'échange d'actions. Et c'est pour ça que dans le programme Inventer Demain, en tout cas, on est content d'être dans ce programme-là, parce que c'est un vrai programme où on peut aussi échanger des réflexions. C'est vraiment un échange de pratiques qui nous permet de ramener sur nos territoires des choses et plutôt de grossir sur nos territoires et de se consolider en tout cas pour avoir des projets qui sont plus en faveur de nos publics, mais pas forcément pour aller remplacer d'autres structures ailleurs. Moi, j'ai plutôt envie de travailler sur des questions de réseau et d'échange de pratiques, et je pense que ça, il y a vraiment un sens en tout cas sur les territoires, parce qu'il y a des forces sur tous les territoires au niveau national. Dans le cadre de la Fondation Abbé Pierre, on a plus de 35 boutiques solidarité essaimées un peu partout déjà sur le territoire, qui sont déjà présentes. Je ne verrais pas le sens d'aller créer un autre accueil de jour. Vous avez dit essaimer, hein. Oui, j'ai dit essaimer, effectivement. Mais essaimer des idées. Très bien. Alors, pour terminer, en fait, j'ai une question, mais du coup, qui s'adressera à chacun de vous trois. On est ici devant un public de fondateurs. Vous avez tous bénéficié à un moment donné ou un autre du soutien de la philanthropie. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté et comment vous vous projetez à l'avenir? Qu'est-ce que vous aimeriez aussi avoir comme espace de travail, de coopération pour amplifier notre impact ensemble, hein, puisque c'était le terme de la journée. Donc, Florence, on commence avec vous. Oui. Moi, ce que je trouve passionnant, c'est que la philanthropie, en tout cas pour nous, elle nous a permis
de démarrer à l'heure où personne ne pouvait nous faire confiance, je dirais. C'est-à-dire que l'État a dit il faut que vous ayez au moins 2 ans d'existence, les entreprises disent il faut que vous ayez au moins 2-3 années d'existence. Et finalement, moi, j'ai réussi à démarrer grâce à la philanthropie, parce que, en l'occurrence, des philanthropes ont cru en nous, donc en l'équipe et en le projet. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de déployer des services innovants et qui inspirent l'évolution des politiques publiques et que l'État peut en partie reprendre en fait. Donc comme le service civique que tout le monde connaît, je pense maintenant, a été inventé, prototypé par Unicité il y a plus de 20 ans et a réussi à inspirer 10 ans après une vraie politique publique, puisqu'il y a une agence nationale du service public, des budgets conséquents de l'État en ce sens. Voilà, moi j'ai une vision de l'entrepreneuriat social et de l'action qui peut être soutenue, financée par la philanthropie pour faire toute la R&D, et après de réfléchir à des modèles économiques en partie avec l'État ou avec des relais qui peuvent permettre de pérenniser l'action. Donc, déjà, merci d'exister et de nous donner les moyens de démarrer des projets ambitieux. Et puis, deuxième chose, je pense qu'effectivement, on peut aller beaucoup plus loin encore ensemble. Moi, je trouve que le secteur de la philanthropie, on en a parlé avec Axel Davzac et d'autres, mais sur l'évolution vers une philanthropie stratégique, donc une philanthropie qui est de plus en plus nourrie par de l'expertise, qui est de plus en plus avec une volonté d'impact. Et je trouve intéressant en fait les conversations qu'on a de plus en plus avec un certain nombre de philanthropes qui réfléchissent vraiment à l'endroit où ils veulent investir leur argent et que ça puisse produire une utilité sociale la plus forte possible. Et je trouve que ça, c'est intéressant pour nous, en fait, d'être dans ces démarches-là de construction avec des philanthropes sur des philanthropies de plus en plus stratégiques. Et donc, dans l'idée d'agir ensemble, je trouve qu'il y a différents endroits en fait, où on peut agir ensemble. Il y a le début de la chaîne qui est le partage de l'expertise, parce que choisir de mettre son argent à un endroit ou à un autre, ça suppose d'avoir une certaine conscience, analyse du sujet, du thème. Donc là, il peut y avoir du partage. C'est aussi du cœur, évidemment, l'investissement philanthropique. Et donc ça, c'est propre à chacun. Mais sur la partie, il n'y a pas cerveau gauche et cerveau droit, mais en tout cas sur la partie analytique, je pense qu'il peut y avoir du partage d'expertise et que ça peut être riche de gagner du temps en fait, dans ce partage d'expertise. Et après, dans l'action, je trouve qu'il y a des sujets sur lesquels la question, c'est comment on travaille ensemble sur les trous dans la raquette. C'est-à-dire que je me souviens tout un travail qui avait été mené de cartographie sur identifier en fait, les besoins non couverts aujourd'hui en France. Il y avait la question de la ruralité qui avait émergé. On ne travaille pas spécifiquement sur la ruralité, mais j'y suis sensible parce que j'y suis née, j'y ai grandi. Donc je vois bien quelles sont les problématiques liées au fait d'être loin de tout. Ça, je trouve c'est intéressant parce que c'est vraiment regarder à la fois quels sont les besoins, qu'est-ce qui existe aujourd'hui dans les réponses, qu'est-ce qui manque, et du coup, où est-ce qu'ensemble, on peut apporter des solutions, des réponses pour combler ces trous dans la raquette. Et là, je trouve que c'est hyper fort. Et puis ensuite, à la fin, il y a certaines initiatives où plusieurs philanthropes décident d'associer leurs fonds finalement pour être plus forts ensemble et apporter en fait des fonds plus conséquents à des projets qui peuvent avoir un impact encore plus fort. Et donc là, ça veut dire se faire confiance entre fondateurs et se faire confiance aussi entre ce groupe de fondateurs potentiellement et l'organisation récipiendaire des fonds pour construire dans la durée une réponse qui va être durable et encore plus forte et plus pertinente parce qu'on sera ensemble à la fois alliés, financeurs et porteurs de projets. Voilà ce qui me vient. Merci. Laurent, quelle est votre vision ? Alors déjà, ce que nous a apporté la Fondation de France, je me souviens de la première fois où on a soumis à la Fondation de France, on s'est fait retoquer sur Biolite, justement sur ce programme de sciences participatives. Mais on nous a donné une deuxième chance 3 mois plus tard en nous disant votre copie n'était pas bonne, représentez-la 3 mois plus tard. Et là, elle était à nouveau pas très bonne.
Et ce qu'on a dit, c'est qu'en fait, vous êtes des biologistes marins, et c'est vrai que moi, au départ, je suis un spécialiste du changement de sexe des mérous, donc j'étais pas forcément... J'ai fait ma thèse là-dessus, 4 ans de ma vie là-dessus. Non, mais c'est vrai. Ah oui. Et donc, mais par contre, vous oubliez une dimension majeure dans un programme de sciences participatives, c'est la sociologie. Vous allez faire appel à des gens, des personnes, de tout un chacun, vous allez leur demander d'aller faire des observations sur le littoral. Ça ne peut pas être que des collecteurs de données, c'est des gens qui vont participer, qui vont s'interroger, etc. Et donc, ils nous ont dit, bon, OK, on vous donne un financement, mais à une condition, c'est que vous êtes libre de dire oui ou non, mais on souhaite que vous fassiez appel à un bureau spécialisé en médiation territoriale, d'IALTER, pour ne pas le citer, et on vous le paye. On vous le paye en plus de ce qu'on vous donne. Et donc, c'est comme ça qu'a démarré Biolite, en fait. Et aujourd'hui, on est à 70 associations partenaires, 10 universités impliquées, 2 stations marines du muséum, 17 000 observateurs qui ont participé. Et pour nous, on est au niveau où maintenant il faut qu'on change d'échelle. Et c'est là qu'intervient le deuxième niveau de réflexion, c'est que ce que nous a donné la Fondation de France, c'est effectivement d'aller sur un domaine qui était très innovant à l'époque, mais assez risqué, avec des moyens conséquents, mais aussi de le faire dans la durée. Et ça a déjà été évoqué ce matin par plusieurs personnes. La durée, tu viens de le dire, c'est absolument majeur dans ce type de projet. Et c'est très important parce que des structures comme les nôtres, il ne faut pas oublier qu'on est des structures extrêmement fragiles en fait. Un grand donateur qui s'en va, une crise économique qui arrive, on peut très très vite être chancelé et donc du coup perdre 10 ans d'efforts du jour au lendemain. Et ce qui est intéressant justement peut-être par rapport aux donateurs, c'est justement peut-être effectivement, comme tu disais, d'arriver à créer une coalition entre les donateurs sur un certain programme ou sur une structure particulière pour l'accompagner dans la durée et faire en sorte effectivement d'arriver à faire ces changements d'échelle qui à un moment donné font qu'on bascule du coup dans quelque chose qui est plus solide, plus pérenne aussi et donc plus structurant pour la société. Merci. Donc on partagera la thèse sur le changement de sexe des mérous. Moi, ça m'intéresse. C'est étonnant. C'est vrai. Bon, on verra si on a le temps après. Richard. Alors, trois points qui nous ont vraiment, que la philanthropie nous a vraiment apporté à travers la Fondation de France. Un premier, sur le programme santé qu'on a développé en 2015, on a répondu à un appel à projet dans le cadre de santé psychique des jeunes et ça a fonctionné. On a été aussi très étonnés, mais on a été très étonné positivement aussi par la qualité du traitement du dossier. Moi, j'avais jamais reçu encore un financeur qui m'envoyait 2 bénévoles qui avaient épluché le dossier d'une façon... ils le connaissaient mieux que moi presque sur la question budgétaire. Ils m'ont posé des questions, j'étais obligé de regarder le budget pour me dire... Je ne suis pas sûr d'avoir mis ça. Enfin, pendant 2 heures, on a été vraiment poussé dans nos retranchements sur ce dossier-là. On a gagné cet appel à projet. De cet appel à projet est sorti, on était sur la santé, ça nous a permis d'aller faire le lien avec l'ARS, d'aller chercher l'agence régionale de santé qui disait non, vous êtes dans le social, la santé, c'est pas chez vous, etc. Aujourd'hui, la santé à Point d'Eau, c'est une salariée à temps plein, 3 médecins bénévoles, une infirmière, 10 permanences intégrées par semaine de la permanence d'accès aux soins du CHU, AIDS, le planning familial. C'est 2 groupes de parole par mois. C'est de la réduction des risques avec la distribution de matériel stérile. Et voilà, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, typiquement, un des aspects de la philanthropie, en tout cas à travers la question de la Fondation de France, pour nous c'est une vraie belle histoire cette question de la santé, parce qu'on est vraiment monté en puissance. Un deuxième exemple, j'en citerai que 2 comme ça sur la partie, sur le soutien de la philanthropie. Je vous parlais de la construction de notre nouveau bâtiment tout à l'heure. Si on prend la répartition financière dans la recherche de financement sur ce bâtiment, on est sur 3 tiers. 1 tiers de financement public, 1 tiers d'emprunt, et 1 tiers de philanthropie et de dons de particuliers. Donc, ça représente 27 fondations privées qui ont participé au financement du bâtiment. Donc, vous imaginez, je pense, assez facilement ce que représente un de vos dossiers quand il faut postuler quelque part. Parce qu'il faut trouver un parrain dans une partie de vos structures, il faut soutenir des dossiers, passer des entretiens, remplir des... Donc, 27 dossiers pour construire un bâtiment. Voilà. C'est un aspect pour nous important. Donc, c'est un vrai soutien. Ça a été un travail conséquent, mais ça a été un vrai soutien parce que ça représente quasiment 450 000 euros, 500 000 euros de recherche de fonds à travers la philanthropie pour construire ce bâtiment. Et sur la demande, je dirais peut-être future aux philanthropes, c'est, je dirais dans un premier temps, venez nous voir. Venez nous voir, venez sur le terrain, nous rencontrer.
Et je pense que la meilleure évaluation, elle n'est pas dans les papiers avec les chiffres, etc. qu'on vous donne. La meilleure évaluation, c'est si vous venez sur le terrain, vous venez manger dans la cuisine d'Hakim, qui va vous préparer un super bon repas, et puis vous allez voir comment les personnes qui l'encadrent vous parlent et ont repris confiance en eux à travers cette question de la cuisine. Venez voir vraiment sur le terrain ce qui s'y passe, et ça, je pense que c'est ultra important, en tout cas pour nous, mais je pense pour vous aussi, parce que ça change vraiment le regard sur les choses. Et ça, pour nous, c'est vraiment un axe extrêmement important. Et puis peut-être de réfléchir à ce que ce ne soit pas exclusivement un axe d'échange financier. On travaille de plus en plus avec les financeurs, nous, à se dire, quand on va rencontrer un financeur, on va lui dire, on a aussi un service de traiteur qu'on vient de monter avec des gens de la rue. Est-ce que vous avez une cantine? Vous n'avez pas de cantine dans votre entreprise? Est-ce qu'on peut venir servir des repas dans votre entreprise? Donc vous participez indirectement au développement de la structure. Est-ce que vous avez une cantine? Vous ne voulez pas notre service traiteur, mais est-ce qu'à l'issue du parcours que les gens en insertion vont faire dans notre cuisine, est-ce qu'ils ne pourraient pas intégrer un emploi dans votre cuisine centrale? Pour nous, c'est ça qui est intéressant. À un moment donné, c'est pas qu'il y a la relation financière, certes, elle est majeure et elle nous aide dans tous les cas pour construire des bâtiments, pour faire vivre des projets. Mais derrière, si on arrive à aller plus loin avec vous et développer des partenariats qui nous tiennent dans le temps aussi avec vous, pour moi, c'est là que la relation elle est magique, parce que je pense qu'on se change à deux, quoi. On se change vraiment. Vous allez changer, vous, votre regard sur la grande précarité et des personnes de la rue, et nous, on va changer notre regard sur le monde de l'entreprise. Et je pense que c'est cet échange-là qui est le plus important, en tout cas pour nous. Merci beaucoup. On va bientôt passer à la restitution des ateliers, mais on peut prendre 2-3 minutes si vous avez des questions pour Florence, Laurent ou Richard. C'est possible. Vincent ? Bernard Pissarro, ma question est pour Florence Rizzo. Qu'est-ce que vous faites avec les parents, avec les familles? Je pense à un travail qui a été fait sur un certain nombre d'écoles il y a quelques années qui s'appelait, en associant les parents, tous les élèves peuvent réussir. Et je peux poser la question sur la place des familles dans votre très beau projet. Merci pour cette question. Je disais que vous ressembliez à Michel Serres, je trouve. Mais pardon, c'était l'aparté que je faisais à mon voisin. Les familles, en fait, nous, on se dit que la coéducation, elle est absolument essentielle et que on travaille avec les enseignants pour qu'ils fassent le lien avec les familles. Donc, par exemple, on a créé en fait une mallette de la coéducation et on crée des parcours de formation pour aider les enseignants à être alliés des familles et à se dire qu'on a besoin des deux pour accompagner l'enfant. Et notamment pour les familles les plus fragiles, on a développé des ressources pour les accompagner. Comment utiliser le numérique parfois, notamment pendant les 2 dernières années de crise sanitaire, pour rejoindre les familles les plus fragiles qui n'ont pas forcément été équipés du numérique. Donc voilà, on a développé plein de ressources pour que les enseignants travaillent avec les parents, en fait. Donc c'est ça notre manière d'agir pour l'instant, parce qu'on ne peut pas être tous azimuts. Après, on a des coups de pied, on dit pas ça, non, des appels du pied. Pardon, pour faire la même chose, enfin être prof, faire être parent. Mais pour l'instant, on a déjà beaucoup sur la table et on essaie de rester focalisé et de faire bien notre métier. Mais donc peut-être qu'on ira un jour, mais pour l'instant, voilà, on reste focalisé. Oui, pour Madame Rizzo aussi. Vous pensez que ça va prendre combien de temps pour que l'institution éducation nationale n'ait plus besoin de vous et mute? Alors, l'éducation, c'est du temps long. Si on regarde, par exemple, la Finlande, que tout le monde regarde comme étant un peu un modèle, ils ont eu à un moment donné un moratoire sur les réformes pour se dire on arrête de changer tout le temps et on stabilise un axe en fait qu'on va travailler pendant 30 ans, et c'est ça qui va nous permettre de progresser et d'améliorer notre système d'éducation. Nous, si on prend juste la réforme des rythmes scolaires, on a fait 4 réformes en 10 ans. Donc sur le terrain, ils disent vous êtes gentils, mais
accordez vos violons parce que là, c'est un peu compliqué. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un sujet clairement de politique nationale et de choix politiques. Mais nous, la conviction qu'on a, c'est que, mine de rien, un enseignant, un chef d'établissement sur le terrain, il a des marges de manœuvre, en fait. Beaucoup plus qu'on ne le croit, finalement, parce que l'enseignant a sa liberté pédagogique, le chef d'établissement a un certain nombre de marges de manœuvre. Donc nous, on croit à cette forêt qui pousse et au fait que si on accompagne les gens de terrain, finalement, ça ne se voit pas trop, mais progressivement, ça change. Et on le voit, en fait, changer. C'est-à-dire qu'on voit sur le terrain des équipes qui se mettent en mouvement, des gens qui vont bien, qui ont envie de porter des transformations. Alors, c'est pas partout, mais la question, c'est où est le point de bascule, en fait. Là, aujourd'hui, on est à 10% de la masse enseignante, donc c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. On a une courbe de changement, enfin une feuille de route où le but, c'est de massifier encore plus, et donc d'avoir un nombre plus significatif de personnes qui s'engagent dans ces transformations-là. Et puis, je crois beaucoup à ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'accompagner école par école, c'est-à-dire de permettre à une école de se doter de la capacité de se transformer, en fait. Et donc, au Pays-Bas, ce qu'on a observé, c'est que c'est à peu près 2-3 ans, en fait, pour permettre à une équipe de se transformer si elle en a l'envie, en fait. Et donc, ça peut aller assez rapidement une fois qu'il y a l'envie et le désir de faire ensemble. La question, c'est de susciter cette envie de se transformer et cette envie de faire ensemble. Là, on est en train de déposer avec l'Académie de Versailles un grand projet d'expérimentation de cette approche, en fait, d'accompagnement école par école, avec l'idée de le modéliser et ensuite de le développer, en fait, avec un réseau national de coachs accompagnateurs dont la mission sera d'accompagner la mutation, en fait, des équipes. Et donc ça, moi, j'y crois beaucoup. Donc c'est une transformation, c'est sûr, un peu longue. Là, ça fait déjà 10 ans qu'on travaille et voilà, donc c'est du long terme, mais je pense que des transformations systémiques de fond, de toute façon, c'est pas une baguette magique. Enfin, ça serait mentir que de dire qu'on va transformer l'école en 2 ans. Enfin, il y a un ministre qui dit ça, je sais pas qui le croit, mais en tout cas, nous, on n'y croit pas. Donc voilà, c'est du temps long, c'est de l'accompagnement humain, parce que c'est des hommes et des femmes qui sont au quotidien aux côtés des élèves. Et donc, c'est cet accompagnement humain-là qu'il faut investir. Et quand on regarde les politiques publiques, les réformes doivent être accompagnées, sinon elles sont dysfonctionnelles et obsolètes. Donc, il faut mettre autant de moyens dans la réforme que dans l'accompagnement des réformes. Et donc, c'est sur tout cet accompagnement humain que nous, on veut investir notre temps et notre énergie. Donc, je ne peux pas vous promettre qu'on va y arriver dans les 10 ans qui viennent, mais en tout cas, je sais dans quel sens on rame et je sais qu'on va continuer à ramer dans cette direction-là. Et qu'on va le faire avec les acteurs de terrain, parce que sans eux, on n'y arrivera pas. Il y a une dernière question ici. Nous sommes les cofondateurs de la Fondation Lire et Comprendre. Donc on est très sensible à tout ce qui peut améliorer évidemment l'éducation nationale. Et j'avais une question, c'est est-ce que sur le plan, vous pouvez donner un ou deux exemples concrets sur de cet accompagnement qui a été réalisé et qu'on peut mesurer, qui donne des résultats? Oui. Typiquement, en fait, donc, les enseignants français sont formés en fait, dans ce qu'on appelle les INSPE, donc anciennement IUFM, École normale, sur plutôt la discipline et l'enseignement de la discipline. Ils sont très peu formés pédagogiquement sur la gestion de la classe et sur pas mal de sujets du genre l'accueil d'enfants dyslexiques. Donc nous, on va se focaliser sur ça, c'est-à-dire comment je pose mon autorité, comment je pose ma voix, comment je travaille avec des enfants avec des besoins particuliers. Donc sur tous des aspects pratiques finalement de la gestion pédagogique de la classe, qui n'est pas du tout un sujet couvert en fait dans leur formation initiale. Et donc typiquement un enseignant qui démarre en début de carrière, qui est affecté en éducation prioritaire, qui n'a jamais eu d'enfant en face de lui, ça va être l'aider à faire sa première classe, à faire sa première évaluation, à faire sa première réunion avec les parents. Donc toutes ces premières fois, pour qu'elles soient moins douloureuses pour lui, qu'on évite l'épuisement professionnel et qu'on évite le fait qu'il y ait de moins en
en moins d'enseignants qui ont envie d'être enseignants. Donc c'est 3% des enseignants qui se sentent reconnus en France, en fait, contre 30% dans la moyenne des pays de l'OCDE. Donc si vous avez tout un corps social qui dit non mais nous, économiquement, on a perdu en point d'indice, on est aujourd'hui à 1,2 fois le SMIC quand on démarre, alors qu'il y a encore 30 ans, on était à 2 fois le SMIC, donc ils ont perdu économiquement en reconnaissance, en pouvoir d'achat, ils ont perdu en reconnaissance sociale depuis les hussards noirs de la Troisième République. Donc toutes ces pertes-là, ça génère en fait une démotivation, et donc tout ce qu'on va faire via des classes virtuelles, du mentorat, des contenus, c'est à la fois les outiller pédagogiquement et les renforcer psychologiquement pour qu'ils aient envie de continuer à faire leur métier et qu'ils le fassent bien, parce qu'un prof épanoui, c'est un prof qui rayonne et qui donne envie d'apprendre en fait. Donc voilà, tout ce qu'on va faire, c'est le soutenir pédagogiquement et psychologiquement pour qu'il sache gérer sa classe et accueillir notamment tous les enfants qui ont des troubles particuliers et pour lesquels ils n'ont jamais été formés. Parce que typiquement, pour continuer sur le dyslexique, jamais un prof n'a été formé à accueillir un enfant dyslexique. Et s'il veut aller au plan académique de formation, c'est dans 18 mois qu'il pourra avoir une formation présentielle. Sauf que là, le môme, c'est au mois de septembre. Il n'avait pas prévu d'avoir un enfant dyslexique, mais là, il est dans sa classe. Et donc, la question, c'est comment on l'aide là, maintenant, au moment où il a le besoin, à écouter cet enfant-là et à trouver les solutions pédagogiques pour inclure cet enfant dyslexique dans sa classe alors qu'il a 30 autres mômes à gérer, quoi, en fait. Donc c'est ça qu'on fait au quotidien. Merci beaucoup. On va s'arrêter là.